Bonjour à tous, je me présente Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente, stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Ça me fait chaud au cœur de vous accueillir aujourd'hui. On est plus de 850 participants à ce deuxième webinaire organisé par Investissement Québec. Et ce qui me fait chaud au cœur aussi, c'est qu'on reçoit aujourd'hui une femme d'affaires qui a fait ses marques au cours des dernières années au Québec, et une femme d'affaires qui, pour moi, est une femme exemplaire en termes de président d'entreprise, en termes de cheminement de carrière. Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Sophie Brochu. Alors, permettez-moi de vous la présenter brièvement. Sophie a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, leadership humain et rassembleur. Elle s'est jointe à Énergir en 1997 et a occupé différents postes de direction, dont celui de présidente et chef de la direction de 2007 à 2019. Sophie est une gestionnaire aguerrie qui est également très active dans la collectivité, particulièrement au sein d'organismes qui travaillent auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des personnes défavorisées. Elle a été récemment nommée à la tête d'Hydro-Québec et nous sommes très fiers de l'accueillir. Merci Sophie de vous joindre à nous. Alors, dans les prochaines minutes, Sophie partagera avec nous ses réflexions et ses remarques à titre de citoyenne, et également au sujet de la relance des activités des entreprises d'ici et du leadership économique du Québec. Alors, moi, j'ai bien hâte de l'entendre et je suis convaincue que c'est la même chose pour vous. Avant de débuter avec Sophie, petite question, petit point de logistique. Alors, on va prendre vos questions à la fin de la présentation de Sophie. Vous pouvez déjà commencer à envoyer des questions. Enfin, on a déjà reçu 2. Et c'est juste de remplir, il y a une section de questions sous l'écran et on va s'assurer de couvrir la plus grande variété possible. Peut-être pas toutes les questions possibles, mais la plus grande variété possible à tout le monde. Alors, ceci étant dit, on va passer maintenant, je vais céder la parole maintenant à Sophie. Merci Sophie encore une fois d'être avec nous. Pour moi, merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup à Investissement Québec pour l'invitation. Et bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis vraiment ravie, touchée d'être avec vous. Dans un cadre normal, je serais très honorée. Je suis d'autant plus dans les cadres d'exception actuels là, qui sont les temps que nous vivons ici et dans le reste de l'humanité. Alors, je vais vous faire sourire un peu. Aujourd'hui, c'est ma 40e journée ouvrable depuis mon arrivée en poste, mais c'est peut-être ma septième journée chez Hydro. Alors, je suis pas encore tout à fait setupée dans le bureau. Et pour réussir à me connecter, là, ça a pris toute une gymnastique pour être capable d'avoir le droit de sortir d'Hydro-Québec sur les ondes de Whereby. Alors, il a fallu jouer un peu. Puis à travers tout ça, ben j'ai flushé ce que j'avais mis sur brouillon, qui étaient mes notes d'allocution pour cet après-midi. Fait que je vais y aller complètement de mémoire et on va y aller, comme on se dit, à la bonne franquette. Quand Guy m'a demandé de vous voir aujourd'hui, de partager mes observations pour les temps présents, puis mes réflexions sur le futur, ben évidemment, sur le coup, tu dis, OK, ça va être la fun, puis après ça, tu y penses, puis tu dis, OK, bon, ça va être quand même un peu costaud. Par ailleurs, si on prend ça au pied de la lettre, ça peut être quelque chose qui est assez périlleux, si on prend ça de manière très, très sérieuse. Je le prends avec beaucoup d'humilité et beaucoup de candeur, qui fait que ça va être beaucoup plus un partage vraiment en amitié de mes pensées. Ça se veut pas une dissertation. Vous allez voir, ce sont des thèmes qui sont un peu épars. Voyez ça comme si j'avais pogné mon char, que je m'étais promené sur le bord des routes de campagne, que j'avais ramassé des fleurs sauvages, que j'avais fait un bouquet, puis que je vous amenais ça. À vous d'en faire ce qui vous sied. À vous d'en faire, gardez les fleurs que vous aimez, discartez celles que vous aimez pas. Bref, faites le bouquet qui fit dans votre décor. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, encore une fois, en toute humilité, c'est de partager mes réflexions en 4 blocs. On va se parler un peu de crise, les temps obligent. J'aimerais parler de manière plus importante, à mon avis, de résilience. Et j'aimerais vous parler aussi de valeurs.
et finalement vous parler de trajectoire. Alors, ce que vous allez voir, c'est que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai beaucoup plus de doutes que de certitudes. Puis au fond, on est tous pareils présentement. On se pose les questions, on essaie de voir de quoi l'avenir va être fait et on essaye de se faire une tête. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va faire ça si c'est correct pour vous. Alors parlons-nous de ce qu'on appelle la crise. La crise, au fond, comme on le constate aujourd'hui, elle se présente un peu comme une grande poupée russe. Une poupée russe qui, dans les faits, en est trois. Alors, au cœur de la poupée russe, on a la crise de santé publique, qui elle-même est au cœur de la crise économique, qui elle-même est au cœur de la crise des finances publiques. Donc, la crise qu'on a devant nous, elle est multiple, elle est multidimensionnelle. Et c'est ce qui en fait l'extraordinaire complexité. Les crises n'ont pas juste du mauvais, et elles ont ça de bon, pour autant qu'on s'y applique, qu'elles nous donnent l'opportunité d'aller voir au fond de la marmite. Quand les choses vont bien, puis là, je nous sors de la crise 2 minutes, vous gérez des chocs, là. Tu sais, quand ça va bien, tu ne te poses pas trop la question pourquoi ça va bien. Tu as une intuition, tu te dis, bon, ça doit être à cause de ça que ça va bien. Et quand ça se met un peu difficile, là, on creuse, puis là, on creuse dans nos organisations pour voir qu'est-ce qui ne marchait pas. Mais on n'a pas beaucoup de discipline, en général, en tout cas moi, quand ça va bien pour comprendre vraiment pourquoi ça va bien. Dans tous les cas de figure, actuellement, on est dans une situation où on est en crise et ça nous donne l'opportunité d'aller voir dans le fond de la marmite. Quand les choses vont bien, on ne se pose pas de questions, on ne va pas au fond des choses. Puis dans le fond, aujourd'hui, on a 3 marmites devant nous. Puis il va falloir qu'on se mette les yeux devant les trous comme citoyen, comme gestionnaire d'organisation, comme entrepreneur, comme gouvernement, dans toutes nos qualités. Il va falloir qu'on ait le courage d'aller au fond de nos marmites. Pas aller dans le fond des marmites pour trouver, voici qui était responsable, mais pas du tout. Mais pour comprendre ce qui est devant nous. Et on commence à peine à comprendre ce qui est devant nous. Puis on aimerait ça avoir tout compris déjà. Mais c'est pas le cas. Fait que si on prend la marmite de la santé publique, on comprend aujourd'hui c'est quoi le rôle de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que si on avait posé un sondage il n'y a pas tellement longtemps, peu de gens auraient été capables de dire avec autant d'acuité qu'aujourd'hui, c'est quoi le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quoi les grandeurs, c'est quoi les misères. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que son financement va être compliqué. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que les Américains branlent un petit peu dans le manche. On commence à comprendre que des pays n'ont pas tous la même géométrie quant à la transparence. Et que la Chine, par exemple, n'aurait pas été super exemplaire au départ pour partager ce qu'elle vivait. Ça, on commence à comprendre ça. On commence à comprendre chez nous, c'est quoi ça, la santé publique? C'est quoi le rôle fondamental de la santé publique au Québec? Puis c'est quoi son pouvoir, un pouvoir immense? On commence à comprendre ça. On savait qu'on avait un système de santé qui était très gros. On pensait que c'était un éléphant, puis on se rend compte que c'est pas un éléphant du tout, c'est un mammouth. On se rend compte, à l'instar de tous les pays à travers le monde, ou à peu près, qu'on manquait de lits. On se rend compte qu'on manquait d'équipements fondamentaux, puis on était exactement comme les autres pays à travers le monde, fait qu'il faut pas se flageller, mais on regarde dans le fond de la marmite, là, puis on commence à voir les choses. On s'imaginait que la vie n'était pas toujours jojo dans les CHSLD. On était loin de comprendre la souffrance de nos vieux. On savait que nos préposés aux bénéficiaires étaient mal payés. Ça, on savait ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est pas d'immigration, pas de préposés aux bénéficiaires. Ça, on ne savait pas ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour régler la crise économique et la crise des finances publiques, il va falloir régler la crise de santé publique. Et ça va prendre soit un vaccin et ou des médicaments pour soulager les symptômes et la souffrance du COVID-19. Alors ça, on sait ça. Et qu'au mieux, au meilleur de nos connaissances,
ça va être long. C'est pas quelque chose qui va se régler la semaine prochaine. On espère que oui. Mais aujourd'hui, quand on parle avec les scientifiques, on comprend que c'est une question de plusieurs mois. Certaines personnes comptent ça en années. Donc, santé publique, éminemment complexe, coûteux, long. Au plan économique, quand on regarde dans le fond de la marmite, on savait qu'on était dans un monde globalisé, on savait qu'on était dans une mouvance de mondialisation, avec ses grandeurs et ses misères, on les avait pas mal identifiées. Je m'étais exprimée il y a 2-3 ans sur le fait qu'à mon avis, il fallait tout de même comprendre quelles étaient les limites de la mondialisation, puis qu'il fallait laisser aller un peu de points de rendement, parce que à vouloir faire du rendement maximal à tout crin, on mettait de la pression sur des systèmes, notamment sur les systèmes sociaux, et que c'était dangereux. Puis ça avait créé, à ma grande surprise, une vague d'enthousiasme, parce que bien des dirigeants avaient dit « T'as raison, il faudrait qu'on fasse ça, comment on fait ça? » Puis j'avais pas de réponse parce que je me présentais pas là avec des réponses, je me présentais avec des constats, un peu comme je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand on regarde dans le fond de la marmite économique mondiale, on se rend compte, on le savait, qu'on était très interdépendants, mais on se rend compte qu'on l'était vraiment plus qu'on pensait. Si on savait ça, on s'en rend compte plus. Au plan économique, on savait qu'on pouvait avoir des crises économiques. On savait qu'il pouvait y avoir des crises mondiales, mais on n'avait aucune idée de l'ampleur que ça pouvait prendre. On n'avait aucune idée que le monde entier pouvait arrêter fret, net, sec, presque en même temps. On n'avait aucune idée chez nous que nos restaurants partout pouvaient arrêter de servir. On ne savait pas que les voitures pouvaient arrêter de rouler tout ensemble, qu'on aurait de l'essence à 79 cents. On ne savait pas que nos usines pouvaient devoir être arrêtées. On ne savait, évidemment, tout ça, c'est à cause de la santé publique, mais on ne savait pas qu'économiquement, ça se pouvait. Puis aujourd'hui, on le sait. Et ce qu'on sait aussi, c'est que notre interdépendance nous a rendus interdépendants et dépendants des autres. J'y reviendrai. Finalement, quand on regarde au niveau des finances publiques, on savait que le Canada puis le Québec avaient des situations financières extrêmement saines. On sait aujourd'hui qu'on est parmi les États les mieux positionnés par rapport aux défis économiques et de finances publiques de la COVID. On ne savait pas, on s'imaginait même pas que le gouvernement canadien pouvait devenir le supporteur, le pourvoyeur financier, direct ou indirect, de 80% des ménages canadiens. Ça, c'est soit avec le 2000 $, soit avec le 75% de salaire. Le gouvernement canadien, aujourd'hui, c'est presque 80% de la population canadienne qui le soutient financièrement. Ça, on ne savait pas ça. Et on ne savait pas qu'on pouvait s'endetter de presque 300 milliards en 3 mois. Ça, on ne savait pas ça. Alors aujourd'hui, puisqu'on sait, c'est encore une fois comme la santé publique, au plan économique, ça ne se fera pas en criant ciseaux, puis au plan des finances publiques, ça ne se fera pas en criant ciseaux. Et c'est ce qui me fait dire, moi, qu'on n'est pas dans une crise. Une crise, je vais revenir à ça tantôt, il y a un début puis une fin. À mon sens, on est tombé dans une autre dimension, une nouvelle dimension. Et cette dimension-là, elle n'est pas toute noire, au contraire, on va continuer à avoir des opportunités d'affaires, on va encore pouvoir continuer de penser à des plans de développement, à des plans de croissance, mais c'est une autre dimension. Et la raison pour laquelle je pense à ça, c'est qu'on sait d'ores et déjà que ça va réarriver, qu'il va en avoir une autre pandémie. Puis on va peut-être avoir même la deuxième vague du virus existant. Est-ce que le virus va avoir muté? On ne le sait pas. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut se dire 1, 2, 3, on se fait peur. Faut juste prendre la posture mentale et faire attention à nos grands coups de cœur et à notre cerveau humain qui est fait de même. On veut revenir à avant. Moi, je pense qu'il y a bien des choses qui ne changeront pas, mais on est dans une nouvelle dimension. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que cette nouvelle dimension, à mon sens, requiert une nouvelle posture mentale de nous comme citoyens,
de nous comme dirigeants d'organisations, comme gestionnaires, comme entrepreneurs, et de nous comme gouvernement. Et cette posture mentale-là, c'est celle de la résilience. La résilience, c'est réfléchir dans le temps avec un désir de durée. La résilience, c'est de se préparer à encaisser les coups, à ne pas mettre les genoux à terre, être capable de se préparer pour éviter une crise ou être mieux équipé pour passer au travers. Dans nos organisations, dépendamment de nos dimensions, là, puis en fonction de qui on est puis de nos réalités, on a toutes, à diverses échelles, ce qu'on appelle un plan de crise. Alors, dans nos organisations, on a des plans de crise si on a un problème réputationnel. On a des plans de crise si on a un problème opérationnel. On a un plan de crise s'il y a quelque chose qui est financier. Une crise, ça a un début, ça a une fin. À un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le feu prend, on déploie le plan de crise, on l'arrose, puis à un moment donné, le feu s'éteint. Si on prend l'angle que ce que l'on vit présentement, c'est pas une crise, mais que c'est j'hésite à dire une nouvelle normalité, on va appeler ça une nouvelle dimension, une nouvelle réalité. À nos plans de gestion de crise, maintenant, il faut ajouter des plans de résilience. Et je pense que les gourous de la gouvernance des conseils d'administration vont lancer ça. En tout cas, c'est mon intuition. On va demander, comme entrepreneur propriétaire ou comme conseil d'administration d'une compagnie publique, des plans de résilience qui vont faire en sorte que non seulement on va être capable de gérer une crise, mais qu'on va être capable d'exister dans la durée, sachant qu'on n'est pas invincible et qu'on ne pourra pas dire « no matter what », il ne m'arrivera jamais rien. Mais là, il va falloir qu'on rende nos écosystèmes, comme citoyens, comme entreprises, comme gouvernement, beaucoup plus robustes. Puis, c'est fou parce que, puis je reviendrai à ça tantôt encore, tu sais, là, on dit on ne savait pas, et vous l'avez peut-être vu, le fameux documentaire de la BBC de 2018, tout ce que nous vivons a été annoncé, exactement avec toutes les conséquences que l'on voit. Ça a existé. Ça a fait l'objet d'un documentaire scientifique partout à travers le monde. Ce qu'on ne savait pas, c'était quand. On savait que ça allait arriver. Mais notre cerveau s'est dit, bon, ben regarde, c'est quoi les odds, ça n'arrive pas. Fait aujourd'hui, on sait que ça peut arriver. Fait que shame on us si on n'est pas capable de se donner davantage de carrure d'épaule for next time. Whatever next time will be. Peu importe ce que ça va être la prochaine fois, il faut qu'on soit plus prêt. C'est quoi de la résilience? Bien, d'abord, on peut penser à de la résilience financière. Puis là, s'il y a un parallèle qu'on peut faire, à mon avis, entre 2008 puis 2009, c'est pas le fait de la crise et tout. C'est qu'en 2008-2009, ce sont les gouvernements qui ont essuyé les fesses du monde bancaire. Les gouvernements se sont portés au secours du monde financier parce qu'ils se sont rendus compte que le système était systémique, puis que si les banques tombaient, ben là, l'économie aurait tombé, puis tout aurait tombé. Toutes ces banques étaient tombées, bien de ce qu'on voit aujourd'hui, qui serait arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements? Ils ont sorti de l'argent, ils ont fait un bail-out des banques, puis ils ont sauvé les banques, ils ont fait sortir la tête de l'eau. Mais après, qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Ils ont dit maintenant, messieurs, dames, les banques, vous allez accroître votre niveau de capital parce qu'on constate que vous n'aviez pas suffisamment de liquidité dans vos coffres. Votre ratio levier par rapport à l'équité que vous avez en capital propre est trop faible. Fait qu'on va craquer ça. Et là, tous les régulateurs de la planète financiers, que vous soyez à Londres, en France, en Europe, aux États-Unis, tous les régulateurs financiers se sont mis ensemble et ont commencé à imposer aux banques d'accroître leur ratio financier de capital propre. Ce qui fait que les banques sont rentrées dans la pandémie actuelle avec des niveaux de capital qui étaient plus élevés que ce qu'elles avaient avant. Les banques ne pouvaient pas tout sauver tout seules. Mais imaginez-vous si on n'avait pas eu ce que les banques avaient au moins en banque, justement. Ce que ça fait, ça, à mon avis, c'est que là, aujourd'hui, on regarde la pandémie, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement essuie les fesses de tout le monde. Pas parce qu'on a été indigent, pas parce qu'on a été dilettant, mais parce qu'on n'a pas été super tout le temps à se constituer des liquidités.
Moi, ce que je pense, c'est qu'au sortir de ça, maintenant que le gouvernement va avoir dit aux entreprises, tu sais, on s'est aidé, il y a un shutdown, c'était pas votre faute, mais je constate que quand je regarde les livres des compagnies publiques, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de liquidités. Qu'avez-vous fait de vos liquidités dans le passé? Bien, vous avez maximisé le rendement à vos actionnaires. Ah, vous avez racheté vos actions. Ah, pourquoi? Pour maximiser le rendement. Et c'est là que moi, je me dis qu'au sortir de ce qu'on est en train de vivre, là, je prends les compagnies publiques, puis je vais arriver à nos compagnies privées après, peu importe la réglementation, il me semble que ça serait intelligent qu'on augmente notre niveau de liquidité. Et qu'est-ce que ça prend? Je ne le sais pas. Jusqu'où? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si j'étais le gouvernement, je réfléchirais sérieusement à dire aux entreprises, voici ce à quoi je m'attends, moi, d'une compagnie publique, en termes de liquidité. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je n'impose pas une réglementation. Mais si vous ne constituez pas de liquidité, la prochaine fois, peut-être que je ne serai pas là. C'est très possible. C'est ce qu'ils ont fait avec les banques. Alors, l'idée, c'est pas de punir parce qu'on n'avait pas de liquidité. C'est de se regarder tout le monde dans les yeux et de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour passer au travail? Alors qu'on soit une petite organisation de 15 personnes, un entrepreneur là, qui travaille dans son nouveau bureau à campagne, là, puis qui a un chiffre d'affaires de X, ben, si vous êtes comme moi, vous voulez avoir plus de liquidité pour la prochaine fois. Il y a un de ceux qui parle de ça depuis longtemps, c'est Robert Tessier. Robert Tessier, qui est le chair de la Caisse de dépôt, comme vous savez, qui est arrivé à la Caisse de dépôt maintenant que Michael au moment des PCA. À l'époque, la Caisse n'avait pas beaucoup de liquidité. Puis ça a été tough. Ils ont été obligés de vendre des actifs qu'ils aimaient, puis ils n'ont pas été capables d'acheter les actifs qu'ils auraient aimé pouvoir acheter. Allez voir le niveau de liquidité de la Caisse aujourd'hui. Alors, il faut qu'on se construise une robustesse financière. Il faut qu'on se construise de la résilience qui va faire en sorte pas qu'on est capable de garder du cash stand-by pendant 20 ans, des grands montants, parce qu'on ne pourra pas faire ça, mais il va falloir le faire. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que ce que ça implique, ça met une pression sur les taux de rendement. Parce que le cash, ça ne rapporte pas de rendement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les investisseurs disent à ceux qui ont le cash, investis-le pour le faire profiter ou remonte-le, mais garde-le pas dans tes coffres. Ben, si vous demandez, si vous regardez à travers les dernières années, à Caisse de dépôt, il y avait du cash qui rapportait moins de rendement. Puis all-in, des fois, la Caisse était un petit peu en bas de ses pairs parce qu'elle avait du cash. Il y a bien du monde qui voudrait avoir le cash de la Caisse de dépôt aujourd'hui. Puis le cash de la Caisse de dépôt, le cash d'une compagnie publique qui a un market cap de 5 milliards ou de 1 milliard, ou une shop qui part présentement, c'est la même affaire. Il faut qu'on trouve le moyen, graduellement, en fonction de nos capacités, de constituer du cash. Résilience financière va impliquer une baisse absolue du rendement, pas de 50 points, mais il va y avoir une pression sur le rendement. Deuxième robustesse, deuxième résilience, c'est celle de nos chaînes d'approvisionnement. Alors là, on n'a pas besoin de parler de ça longtemps, on comprend tous. Ben, la super mondialisation qui a plein de mérites, là, puis moi, je suis super pour ça, là, le capitalisme, on le date, là. Mais il reste que on a créé des entreprises planétaires qui veulent avoir des fournisseurs planétaires à qui ils sont capables de confier presque l'exclusivité, puis des fois l'exclusivité de certains de leurs approvisionnements. Donc, un fournisseur unique parce qu'il y a des économies d'échelle. Ben, dans les temps présents, il y a du monde en maudit qui court après le deuxième, le troisième puis le quatrième fournisseur. Puis l'idée, là, c'est pas de se ratatiner puis de dire on va tout faire les affaires chez nous, mais d'avoir un fournisseur pas trop loin de la maison quand ça se peut, c'est pas con. Et ce que ça fait aussi, ça veut dire que ça va mettre une pression sur les coûts. Parce que pourquoi on avait un fournisseur, une fois que tu avais la qualité, ben, parce que ça coûtait moins cher. Fait que si tu te dis que 2 fournisseurs, c'est peut-être pas con, ben, tu n'auras plus l'économie d'échelle, ça va faire en sorte que tes coûts vont être plus importants. Puis c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour le gouvernement. À partir du il va falloir les constituer, les inventaires. Fait que tu as les fournisseurs, après ça, tu as les inventaires. Les inventaires, comme je dis souvent, tu t'en vas dans un magasin, il y a un de tout, 2 de rien.
Fait qu'on a vécu, encore une fois, pour réduire les coûts, pour être le plus concurrentiel possible, pour faire en sorte que ça coûte pas cher, ben, on a vécu sur du just-in-time. Du just-in-time, c'est pas bon pour bien des entreprises présentement qui se sont retrouvées sans inventaire. Ça n'a pas été hier pour les gouvernements qui se sont retrouvés en manque d'équipements fondamentaux. Et quand je parle de résilience, je dis pas qu'il faut bâtir des entrepôts là, puis mettre tout notre stock là-dedans, c'est pas ça, mais il faut qu'on lève le nez de nos guidons de la rentabilité absolue. Puis il faut qu'on décolle du prochain trimestre, là. Puis ça, c'est vrai aussi pour les compagnies cotées en bourse. Puis il faut qu'on ait le courage comme management quand on est dans ces entreprises-là de dire, mes amis, je ne maximiserai pas le rendement, je vais l'optimiser. Et je vais l'optimiser, je vais faire un maxi-optimisation. Il faut qu'on soit capable de se dire, la prochaine fois, je ne veux pas mettre le genou à terre si je suis capable de toffer pendant 3 mois ou 6 mois. Mais tout ce qu'on jase là, bâtir des liquidités, avoir plus de fournisseurs que juste un fournisseur, puis accepter que ça coûte plus cher, et demander à nos gouvernements d'avoir des équipements stand-by, ce que ça fait, c'est que ça va mettre une pression sur nos chaînes de coûts dans notre économie. Après ça, c'est une question de dosage. Puis là, ça m'amène aux valeurs, parce que comme consommateur, on ne veut pas payer cher, comme contribuable, on ne veut pas être trop taxé, comme on est un employeur, on ne veut pas que notre monde nous coûte trop cher, puis comme investisseur, on veut faire de l'argent. Game over. Ça marche pas. Là, on a tellement secoué la machine là, pour faire ding, 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 là, que là, la machine s'est éteinte. Puis encore une fois, c'est pas de se pénaliser, puis de se flageller, puis de dire, mon Dieu, on a donc bien pas été bon. Non, c'est pas ça. Mais on a une responsabilité inouïe devant nous de se préparer pour la prochaine fois parce qu'on sait qu'elle va arriver la prochaine fois. Puis je vais parler de trajectoire tantôt. Mais avant de parler de trajectoire, je voudrais parler de valeur. Parce qu'à mon avis, c'est là qu'on va être le plus testé à travers le monde. Puis on les voit déjà, les valeurs. On regarde au sud de la frontière, il y a un set de valeurs. On regarde en France, il y a un set de valeurs. Et là, les valeurs chez nous, on a un set de valeurs partout, au Canada. Puis là, les valeurs sont testées. Puis ils sont testés solides. Et moi, j'ai espoir. J'ai la conviction qu'on est capable de faire ça. Et qu'au Québec, nos entreprises, qu'elles soient strictement sur le territoire québécois ou qu'elles rayonnent à l'international, qu'elles soient fortes dans leurs valeurs. Puis dans les semaines récentes, on a vu le plus beau puis le plus pas beau des valeurs. On a vu des entrepreneurs là, qui avaient 10-12 personnes, là, puis qui ont dit « je vais tout faire pour pas mettre mon monde à pied », puis qui braillaient quand ils ont été obligés de les mettre à pied parce qu'ils ont pigé dans leur REER, sont allés au bout. Puis là, est arrivé le 75 %. Là, ils prennent leur REER pour payer l'autre 25 ou l'autre 15 % demandant des concessions à leur monde. C'est à pleurer d'empathie. C'est formidable ce que certains entrepreneurs ont fait. Il y a des entreprises, le gouvernement, pour donner de l'air à l'économie, a dit, vous pourrez payer vos impôts personnels plus tard et vous pourrez reporter les acomptes provisionnels à plus tard. Moi, puis je blâme personne, là, mais j'aurais aimé ça entendre un appel au sens civique à côté. J'aurais aimé ça qu'on dise, vous comprenez que si vous êtes capable de payer vos impôts avant le 1er mai, ça serait une bonne idée de le faire parce que là, on a besoin de liquidité. Et vous comprenez que si vous avez de l'argent, vous, comme entreprise, pour payer vos acomptes provisionnels, ça serait une bonne affaire. Mais autour de moi, je vois des gens, là, des entreprises là, qui ont craqué leur chiffre d'affaires compte tenu de la réalité. Ils ne payent pas leurs acomptes provisionnels, ils sont pas obligés de faire ça avant quelque temps. Puis quand tu poses la question, et je ne suis pas plus fou qu'un autre, pas plus fou qu'un autre, là, ça ne fera pas des enfants forts là, dans une économie qu'il faut qu'ils relèvent. Puis de la même façon, tu essaies d'engager des gens pour travailler de manière saisonnière, puis ils disent, OK, mais je ne veux pas être payé avant le 1er juillet. Pourquoi? Ben, je ne veux pas perdre de PCU. Ou je vais travailler 20 heures par semaine, ben, je ne veux pas perdre de PCU, puis si je travaillais, ben, j'aurais le même argent. Fait. Encore là, on ne fera pas des enfants forts. Fait il faut vraiment qu'on soit capable de se regarder dans le miroir et dire, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a de la difficulté, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une entreprise, que ce soit un citoyen,
faut tout faire pour sauver ce monde-là. Mais en même temps, entre nous, il faut se challenger. Puis moi, je peux vous dire que je challenge des gros monsieur de ce temps-là. Et je leur dis, là, vous me faites rire. Je vous donne l'exemple d'un cabinet d'avocats. Quand les temps allaient bien, les jeunes femmes, les jeunes, la relève, c'est extraordinaire. Mais là, arrive la pandémie, puis, excuse l'expression, mettez-moi tout ça dehors, là, parce que moi, partenaire, ou nous autres, les partenaires, il faut qu'on fasse notre million. Puis, il y a d'autres cabinets d'avocats qui disent, écoutez, nous autres, on garde tout le monde, mais on coupe ça de 50 %. Je suis pas en train de dire que le premier n'a pas raison puis que le deuxième n'a pas raison. Mais si vous partez si on part sur un chaîne de valeurs, il faut qu'on soit capable de vivre avec nos valeurs parce que c'est la notion fondamentale de valeur, c'est qu'il n'y a pas de valeur s'il n'y a pas d'agissement. Et là, je nous dis, nous, comme entreprise, comme écosystème d'entreprise au Québec, qu'on soit une entreprise de 20 000 personnes comme Hydro ou de 20 personnes comme un entrepreneur, qu'on soit, on est tous dans le même écosystème, c'est la même affaire, qu'on soit petit comme un étang ou immense comme un océan, sacrifice, il faut qu'on s'aide entre nous. Si vous avez besoin d'aide, sentez-vous confortable de demander de l'aide à quelqu'un. Si vous n'avez pas besoin d'aide, puis vous voyez quelqu'un qui a de l'aide, il faut aller s'aider. Il faut avoir... Il y a l'État-providence, puis il faut avoir des entreprises-providence. Pas au sens de donner son argent, mais au sens de « shit, on va s'aider, puis on va passer au travers ». Ça aussi, ça fait partie de la résilience et de la posture mentale de résilience. Et là, j'interpelle les plus grandes organisations. J'interpelle les plus grandes organisations parce que on a dans notre écosystème des plus petites entreprises. Puis nous autres, on a, mettons, on paye en 60 jours. Puis les entreprises qui sont capables de le faire, là, réduisons le temps de paiement à nos plus petites entreprises. Puis si vous êtes un petit entrepreneur qui travaille avec une grande entreprise, là, expliquez ça, dites, écoute, là, les gens vont dire, oui, mais on va te payer, tu sais, bon, non, c'est pas ça, c'est une question de liquidité. Fait que dans un temps comme aujourd'hui, il faut que les grandes entreprises tendent la main aux plus petites entreprises du Québec, quand elles le peuvent, pour donner de l'air, pour que nos entreprises demeurent saines, et qu'on puisse continuer de compter sur elles au cours des prochains mois, puis des prochaines années, puis dans le temps qu'on est là. Fait que je sais que mon bouquet de fleurs est très éclectique, là, vous le voyez, hein, je suis un petit peu partout, mais le fil conducteur, c'est ça va être tough, ça va être long, il va y avoir des opportunités, c'est une autre façon de faire. Là, il faut qu'on se construise de la résilience. Notre gouvernement, là, on le voit, là, il va construire de la résilience. Là, on se regarde, avez-vous des masques, avez-vous des jaquettes, avez-vous des ventilateurs? Là, il va falloir qu'on aille des lits. Tout ça, là, va coûter cher. Parce que quand on regardait la fameuse courbe, là, tu sais, la courbe, on regardait ça, l'axe des X, l'axe des Y, tu avais le nombre de morts, puis tu avais le temps. On a focusé sur la courbe. Puis la courbe, il fallait qu'on l'aplatisse. Mais la ligne importante, c'était la ligne droite. C'était la ligne des lits. C'était la ligne de la capacité. Puis là, ben, on va vouloir avoir plus de capacité en CHLD, en tout. Ça va coûter des sous. Alors, quand ça coûte des sous, ben, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Fait que c'est nous, comme consommateurs, qui va devoir accepter qu'on va payer un petit peu plus cher. Nous, comme investisseurs, qu'on va faire un petit peu moins d'argent. Puis nous, comme contribuables à quelque part, ça va coûter quelque chose au gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement ne pourra pas continuer de tout faire ce qu'il faisait avant. Alors, comme société, puis là, on pourrait interpeller tous les partis politiques qui, un jour ou l'autre, vont devenir dans l'opposition. Moi, je suis agnostique au niveau politique quand je dis ça. Ce que je dis, là, ça prend un pacte, pas d'aplaventrisme de dire oui à tout, mais ça prend un pacte où il va falloir trouver les équilibres. Puis si on cherche à tirer la couverte, ça marchera pas. Puis aujourd'hui, au sortir de ce qu'on vient tout juste de vivre, les gens réalisent qu'il y a des gens qui ont beaucoup, puis qu'il y a des gens qui ont peu. Puis les gens qui ont beaucoup, faut pas qu'ils en demandent plus. C'est ça. Ceux qui ont beaucoup, faut pas qu'ils en demandent plus. Mais le greed est fort. Fait que ça prend des actionnaires, puis là, si vous êtes à l'écran, c'est parce que vous avez IQ comme actionnaire, puis vous êtes chanceux. Ça prend des actionnaires qui regardent dans le long terme, puis ultimement, qui vont comprendre que la chaîne de coûts de la résilience dont on a tant besoin va induire des réalités différentes au plan financier. Ce qui m'amène à mon mot de la fin sur la trajectoire. Là, on se demande tous quel bord on va prendre. Puis nos valeurs,
vont être à la base même de la trajectoire que notre entreprise va prendre, que notre famille va prendre, que notre entreprise va prendre, et que le gouvernement va prendre. Nos valeurs vont dicter cette trajectoire-là. Puis présentement, on a les deux extrémités. T'sais. Moi, je suis une femme. Je suis femme, je dirige une organisation. La présence des femmes à tous les échelons de l'organisation est fondamentale. Avant la pandémie, on était sur une mouvance où des organisations disaient je vais promouvoir mon talent féminin, je vais m'assurer que je nomme des femmes, je vais nourrir mon pipeline. Il y a des entreprises qui faisaient ça. Puis il y a des entreprises qui vont continuer à le faire. Il y a des entreprises qui vont dire, là, j'ai plus de temps pour ça. Là, j'ai plus de temps, on va repogner ça plus tard. Ça, pour moi, ce serait un recul majeur, social, sociétal, pas un recul pour les femmes, un recul pour nos sociétés. Parce que s'il y a un temps où on a besoin de la contribution de toutes les tailles, de tous les talents, si on a besoin de la contribution de la diversité, de la complémentarité des points de vue et des expériences, c'est maintenant. Parce qu'on est en train de refaire une fondation pour le futur. Puis ce qu'on était avant, si on prend l'exemple d'une route, là, puis qu'on était en auto, là, on s'en allait sur une route droite avant. Puis on savait qu'il fallait prendre une courbe, des courbes. Il fallait qu'on prenne la courbe de la transition énergétique. On savait qu'il fallait la prendre, mais l'autoroute avait été bâtie comme ça. Fait que là, c'était compliqué parce que fallait tout tasser l'autoroute, puis là, ça prenait un certain temps pour se rendre. Même affaire avec la présence des femmes. Tu sais, pour avoir la présence des femmes, de la diversité à l'intérieur de nos organisations, on avait mis en place, mais là, il fallait faire ça doucement. Là, le char s'est arrêté, il va repartir. Puis, on va avoir l'opportunité de dire, tant qu'à rebâtir la route, là, je ne remettrai pas l'asphalte où ce qu'elle était, je vais me bâtir une autre route. Puis là, plutôt que d'avoir une courbe pour aller du point A au point B, apprenons-nous une droite qui va aller à la destination qu'on voulait avoir, et en transition énergétique, et en présence des femmes. Tout ça étant entendu qu'il va falloir que ça passe le test économique, mais c'est pas vrai que la présence des femmes met du poids économique. Je pense que comme dirigeant d'organisation, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit une shop de 10 personnes, une shop de 10 000, une shop de 100 000, il faut qu'on s'exprime haut et fort en disant, là, il y a des shots qui sont calés pour notre futur, là. On veut des femmes, on veut de la diversité. Ça ne peut pas être monolithique comme alignement. Puis ça va incarner nos valeurs. Même affaire pour la question énergétique. Là, c'est tentant, maudit, le gaz à 80 cents. Puis je vais vous donner un exemple patent. Hydro-Québec, hein, énergie verte, puis tout le kit, ben on a des réseaux, puis on a des réseaux indépendants qui sont pas connectés parce qu'ils sont loin. Bon, les réseaux sont loin, fait qu'ils sont pas connectés à la ligne. Puis là, on travaille pour mettre de l'énergie renouvelable pour déplacer des centrales au diesel. Et on a des centrales au diesel, on n'a pas le choix, il faut faire l'électricité pour ce monde-là. Fait que là, depuis quelques années, on met du solaire, de l'éolien, des petits barrages pour se détacher du diesel. Mais il en reste. Fait qu'on a hedgé le diesel pour les 5 prochaines années. Hein, parce qu'on sait qu'on va acheter du diesel pendant un temps. Là, on fait une économie formidable. Bon, on n'a pas fait le choix du diesel, on n'a pas le choix, mais on a fait une économie formidable. Fait qu'aujourd'hui, dans le système économique du monde entier, là, il y a des gens qui hedgent leur consommation de diesel alors qu'ils pourraient prendre d'autres choses. Fait que là, on va lutter contre la loi de la gravité parce que les produits pétroliers, on ne sait pas trop quelle trajectoire ils vont prendre, mais ils vont, tu sais, aujourd'hui, la pression est là. Fait il faut faire attention pour ne pas construire dans nos décisions ce qui va nous empêcher de faire ce qui devrait être fait, et qui va constituer l'une des opportunités de la nouvelle dimension. Fait que c'est pas simple, c'est compliqué. Intellectuellement, c'est extraordinairement fascinant. Socialement, ça va être un challenge inouï. Mais je redis ça, s'il y a une place dans le monde où on a un set de valeurs, puis un code génétique qui vient de la résilience du peuple québécois, puis là, je fais pas de politique, là, ceux qui me savent, tu sais, notre langue est résiliente, là, ben là, notre langue, là, elle fait un bout, mais elle fait pas tout. Fait qu'il va falloir qu'on mette notre set de valeurs sur la table, puis qu'on en parle, et que quand on voit autour de nous des gens qui exagèrent, il faut être capable de dire, ça, je trouve ça exagéré.
Puis il faut pas avoir peur de brasser ce qui apparaît des icônes où on peut pas toucher à ça. Je pense qu'il va falloir toucher à toutes parce que chaque scène noire va compter. C'est ça mon affaire. J'avais pas mes notes. Je suis désolée si j'ai paru décousue, mais en tout cas, mon bouquet de fleurs arrive. Vous le mettrez dans le vase que vous voulez, vous garderez celle que vous aimez, puis les autres, ben, vous le donnerez à quelqu'un d'autre. Merci, Sophie. Écoute, ton bouquet de fleurs est absolument merveilleux. Visionnaire, une femme visionnaire. J'ai écouté pendant 50 minutes et j'ai adoré les 50 minutes parce que c'est complètement différent des discours, des présentations qu'on a et c'est vraiment très inspirant. Merci. Sophie, pendant que tu parlais, il y a beaucoup de questions qui sont rentrées. Je sais que tu en files. Je vais tout de suite commencer avec la première question qui vient de Yann. Alors, Yann demande comment la pandémie vient modifier l'inévitable transition vers les énergies durables. Tu en as parlé un petit peu vers la fin, de s'assurer qu'on continue la mouvance de cette transition-là, mais j'aimerais peut-être que tu élabores davantage sur la question. Oui, en fait, moi, je vais vous dire mon parti pris, là. Mon parti pris, c'est que ce qu'on est en train de vivre, c'est le modèle réduit de ce qu'on va vivre si on ne prend pas en charge la transition énergétique. Si on pense qu'on vient de vivre quelque chose de difficile, je le répète là, c'est un modèle réduit de ce qui va arriver quand on va échapper le climat de la planète. Puis, jusqu'ici, on a encore une fois, c'est l'être humain, c'est pas parce qu'on est innocent, c'est l'être humain qui est bâti comme ça. On se dit, la probabilité que ça arrive est faible, fait que je vais être correct ou c'est ailleurs. Ou, les feux, c'est en Californie, les typhons, c'est au Japon, au Québec, ça brasse un peu en Gaspésie, mais à Montréal, je suis correct. Tu sais, il peut y avoir un mouvement climatique, planétaire en même temps. Alors, j'ai parlé tantôt du défi qu'on va avoir de se dire, là, c'est pas parce que le pétrole est pas cher qu'il faut qu'on reste collé au pétrole. Au contraire, il faut qu'on se serve de la pandémie puis des argents qu'on veut mettre en infrastructure pour aller dans la direction qu'on va. Et s'il y a une chose que la pandémie devrait nous apprendre, c'est qu'on est aussi bien de se mettre les yeux devant les trous parce que le grave, le noir, le froid peut arriver. Fait qu'on n'a pas le droit de ne pas le reconnaître. Bonne question. Excellent. Alors, Daniel souligne, Madame Brochu, notre région ne bénéficie pas du gaz naturel. Beaucoup de projets sur la table à dessin. Nous déposons une demande de zone d'innovation. Quelles sont les sources d'énergie verte qui seront priorisées par Hydro-Québec au cours des prochaines années? Hydro-Québec, c'est une chose, là, mais vous pouvez penser à différents partenaires énergétiques. Moi, je crois beaucoup au solaire. Évidemment, ça dépend de votre réalité. Est-ce que c'est à quel usage, là? Là, Hydro-Québec va continuer de déployer du solaire pour ses propres besoins. Notre objectif, puis vous allez nous voir aller, là, ça va être, en fait, je vais vous faire un scoop, là. Évidemment, nous-mêmes, il faut qu'on augmente notre propre résilience. Là, on s'est rendu compte que même si on est un fournisseur utilities public, il faut qu'on assure la fiabilité. Il y avait des bouts où on n'était pas suffisamment résilient. On va torquer ça. Mais moi, mon objectif, c'est d'aider les Québécois. Notre objectif, c'est d'aider les Québécois à accroître leur résilience. Une des choses qui va accroître la résilience des Québécois, notamment au plan énergétique, ça va être de donner plus de pouvoir puis d'équipement dans les maisons pour autoproduire. Alors, autoproduire avec du solaire, on va travailler avec des batteries. Puis si je vous dis ça, c'est parce qu'on l'a déjà fait au Vermont à l'époque où j'étais dans une autre organisation, mais il faut donner du pouvoir aux gens sur leur propre consommation. Et donc, le solaire, j'y crois beaucoup. Puis évidemment, c'est une question de coût, là, mais l'énergie renouvelable, le coût se réduit beaucoup. Puis moi, je vois pas ça comme une menace au barrage, une menace avec l'hydroélectricité. Pas en tout. Moi, ce que je vois, c'est vraiment, il y a la maison avec, par exemple, son auto puis sa batterie qui va être capable de s'autosuffire pendant un bout. De l'autre côté, il y a des barrages, puis tout ça va se parler. Alors, il va y avoir de l'énergie solaire, il va y avoir de l'énergie éolienne aussi, là.
Ce sont de belles énergies. La biomasse, le gaz naturel renouvelable, vous n'avez pas besoin du réseau pour avoir ça. Si vous avez du gaz naturel renouvelable, fait avec de la bouse de vache, fait avec des résidus agricoles, vous faites un mini-réseau dans votre région. Moi, je pense que de la nécessité naît l'imagination. Et ça, on peut faire ça partout au Québec. Ça serait une forme de résilience aussi. Ben oui, absolument. Jacques-Yvan mentionne, actuellement, il y a une belle unanimité sur l'importance de tous, de tout contribuer à la relance des entreprises. Tous contribuer à la relance des entreprises. Mais est-ce qu'on pourra sauver toutes les entreprises ou n'est-ce pas finalement le bon moment de faire les bons choix? On ne pourra pas sauver toutes les entreprises. Et une des résiliences qu'il faut construire, c'est la résilience du modèle d'affaires. Pré-pandémie, il y avait des modèles d'affaires qui étaient limites. Il y avait des industries qui étaient sous pression. On ne pourra pas sauver toutes les entreprises, mais il ne faut pas qu'une entreprise qui était positionnée correctement avec un bon modèle d'affaires passe dans le drain à cause de la pandémie. Puis je suis pas en train de dire qu'au diable le reste, c'est pas ça, là. Mais absolument, il va y avoir, c'est un peu comme la forêt, hein. C'est comme, là, on vient d'avoir un feu de forêt, là. Puis, de ça va renaître d'autres choses. Mais oui, il y a des entreprises qui vont passer au bout du pont. Ça, c'est inévitable. Très bien. Yves mentionne Hydro-Québec, plutôt que l'approvisionnement international, a-t-il l'intention de s'approvisionner un peu plus en sol québécois? Nos coûts ne peuvent évidemment pas être comparés aux fournisseurs asiatiques. Oui, la réponse est oui. Puis j'ai un exemple très précis en tête que je ne mentionnerai pas là, parce qu'on rentre dans des circonstances commerciales. Là. Et la réponse, c'est oui. Par ailleurs, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de travailler, pas juste à donner un contrat. C'est ce qu'il va falloir qu'on le fasse, le contrat, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Puis il y a une question de l'eau là-dedans, là, la dimension des lots. Mais là où on pense qu'on va être capable de soutenir un écosystème québécois qui peut se développer, on va avoir une attention très importante. L'autre affaire, c'est qu'on va regarder les contrats qu'on donne au Québec. Ils sont-ils faits au Québec? Parce qu'il y a des contrats qui sont donnés au Québec, des choses aussi simples là, qu'une pièce d'équipement vestimentaire. Ou tu le donnes au Québec, puis tu te rends compte que là, il y a un bris parce que la pièce vestimentaire n'était pas faite au Québec. Alors, puis encore une fois, c'était pas quête d'économie d'échelle, fait que c'est pas une question de blâme. Mais pour répondre à votre question, la réponse est absolument oui. On va mieux faire, on ne sera pas parfait, il va falloir qu'on s'ajuste, mais on va trouver les moyens de s'approvisionner à chaque fois que c'est possible, davantage au Québec. Ça va coûter un petit peu plus cher dans notre chaîne d'approvisionnement, mais so be it. Merveilleux. Jocelyne demande, vous mentionnez que la recherche du rendement maximal est une menace pour l'ensemble de notre économie. Comment voyez-vous votre rôle à Investissement Québec, Hydro-Québec, qui est un monopole face aux exigences de livrer un service et de remettre des dividendes au gouvernement? Oui, ben moi, en fait, dans tous les jobs que j'ai prises, puis chez Énergie, qui était une compagnie cotée en bourse jusqu'à tout récemment, je dis la même chose. Moi, je ne maximise pas le rendement, je l'optimise. Et je l'optimise en fonction de la réalité, puis je l'optimise en fonction du temps. Et, tu sais, par exemple, qu'on soit Hydro-Québec, qu'on soit Énergie, prenons Hydro-Québec, si ça ne fait pas, moi, je ne peux pas prendre les lignes électriques et les déménager au Mexique. Hein. On vit ici, on est dans l'écosystème ici. C'est pas le fait d'être un monopole, c'est le fait de dire, je m'inscris, je raisonne à long terme, j'ai des raisonnements à long terme, donc je vais optimiser le rendement parce qu'aujourd'hui, pour moi, une organisation n'est pas commise strictement à son actionnaire. Super important, l'actionnaire. Puis comprenez-moi bien, là, on va continuer à monter les bénéfices d'Hydro-Québec au gouvernement. Et si le gouvernement me demandait de maximiser, je ne pourrais pas faire ça, je ne serais pas capable, parce que si je maximise, je scrape le reste. Fait que je peux bien monter plus de rendement pendant 2-3 ans, mais on va avoir une terre brûlée pas longtemps après. Et ben, c'est cette réflexion-là qui m'animait quand je pilotais une entreprise qui n'était pas propriété de l'État, qui était cotée en bourse. J'optimisais les rendements. D'ailleurs, quand j'ai été nommée chez Énergie, ça a donné de même dans le journal le même matin.
Énergir c'était Gaz Métro à l'époque, annonçait un don important au cancer du sein. Puis un actionnaire qui m'avait appelé, Mme Brochu, oui, bonjour. Ah ben, félicitations, je suis content que ce soit oui, très bien. Et là, vous allez comprendre une chose. Moi, j'investis chez vous, pas pour faire des donations de santé. J'investis chez vous parce que je veux que vous me donniez le rendement. Puis si je veux investir dans la santé, ben, j'investirai directement moi-même dans le cancer du sein. Et je lui avais suggéré très gentiment de vendre son action. Puis, ne restez pas chez Gaz Métro si c'est ça votre objectif, parce que moi, je peux vous dire que si je suis capable d'avoir la visibilité de rendement, on va vous remonter à travers le temps, c'est parce que je sais qu'on va bien faire les choses sur le terrain. Alors, dans une situation comme aujourd'hui, c'est le temps où jamais d'optimiser et de ne pas maximiser. Mais Sophie, puis c'est une question de José, là, puis je fais le parallèle avec ce que tu viens de mentionner. Comment on fait, là, ceci étant dit, comment on fait pour convaincre les membres de conseil d'administration, exemple de société publique, d'aller dans cette voie-là, là, que vraiment le rendement devrait être un peu moindre? C'est quoi la meilleure façon? L'objectif, c'est pas que le rendement soit moindre, c'est une conséquence d'un objectif beaucoup plus holistique. Ce qu'on dit, c'est je veux construire de la robustesse autour de mon organisation et voici ce que ça implique. Maintenant, s'ils disent on ne la veut pas la robustesse, très bien, vous ne voulez pas la robustesse, et c'est là que je reviens à mon propos de tantôt. Le gouvernement ne pourra pas. Il y a une notion en finance, vous connaissez ça bien mieux que moi, il y a une notion en finance qui s'appelle la conditionnalité des subventions. Puis ce concept-là a été développé beaucoup à l'époque par le Fonds monétaire international qui allait sauver des pays puis qui allait effacer de la dette. Il disait très bien, on va effacer votre dette, mais à condition que vous améliorez le cadre des droits humains, à condition que vous soyez beaucoup plus ouvert au commerce international. C'est des pays qui étaient... Fait, il y avait des conditions qui étaient associées aux argents. Là, les gouvernements s'apprêtent à donner de l'argent là partout puis à investir partout. C'est correct. Il me semble que ça prend des petites conditions. Là. Ça prend un petit quelque chose. Puis d'ailleurs, le gouvernement, avec le 75 du salaire, je pense, je ne suis pas sûre, là, fait que sous caveat, mais je pense qu'il a dit, là, je donne ça à des entreprises publiques. Je veux pas que ça aille en boni à des boss. Je veux pas que ça aille en augmentation des dividendes. Puis je veux pas que ça aille en rachat des actions. C'est normal. C'est de l'argent public qui est réinvesti pour passer au travers, pas pour augmenter le rendement des actionnaires. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut couper les rendements de 12 à 6 c'est pas ça. Mais là, faut être logique. Avec son conseil, puis moi, ce que je pense, Sylvie, c'est que là, les ISM de ce monde, les conseils d'administration, là, ils vont pousser les organisations pour dire, OK, on va se donner un plan de résilience. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va... On ne fera pas un brevet avec ça, mais je pense que c'est une idée qui a tellement de sens. Fait que en tout cas, moi, je siège sur un conseil d'administration public, puis je siège sur des conseils d'administration privés, puis je vous jure que je vais pousser pour ça. C'est sûr. C'est sûr. Excellent, excellent. Je pense qu'on va avoir le temps pour 2 autres questions, mais après, on va devoir conclure. Ouais. J'en ai une de Dany, puis là, j'ai vu aussi par mon courriel là, que Bernard, un de nos clients que je connais bien, tente de se connecter pour poser une question et il y a de la difficulté. Alors, peut-être en même temps vérifier parce que je souhaiterais d'avoir la question de Bernard et je ne veux pas non plus interrompre le flot de la discussion. Alors, question de Dany ici. Afin de mieux se préparer à la résilience, peut-on prévoir des incitatifs supplémentaires pour la production d'énergie renouvelable? C'est-à-dire qu'Hydro achèterait l'énergie renouvelable produite individuellement, largement au-dessus de son prix de vente, comme c'est le cas en Ontario et en Allemagne. Oui, là, c'est 2 très mauvais exemples. La réponse, c'est l'orientation, oui. Les exemples que vous montrez, non. Parce que l'Ontario s'est fait rentrer dans la gorge des prix qui n'avaient pas de bon sens. Parce que contrairement au Québec, le Québec, à un moment donné, a dit, moi, je veux développer l'écosystème de l'énergie renouvelable éolien. Fantastique. Il a fait des appels d'offres. L'éolien est arrivé, coûtait plus cher, mais ce sont les projets les plus rentables qui ont été choisis par Hydro-Québec. En Ontario, ils ont dit, tous ceux qui sont capables de rencontrer ce prix-là, rentrez. Le prix était vraiment plus élevé. Puis là, il y a des gens qui font des rendements de fou là, en Ontario. Et c'est une des raisons pour lesquelles le prix en Ontario peut monter jusqu'à 30 sous du kilowattheure en période de pointe. Puis, très cher d'énergie en Ontario. En Allemagne, ben là, ils se sont complètement trompés. En Allemagne, ils ont dit on va sortir,
on va sortir des énergies fossiles, belle orientation. On va développer les énergies renouvelables, fantastiques, mais énergie intermittente. Là, ils sont obligés de reconstruire des centrales avec une énergie fossile pour baquer les énergies intermittentes. Ce que je vous dis, c'est que Hydro-Québec va encourager ses clients, là, je pense aux maisons, puis je pense à ILO, là, à développer, puis tu sais, on réfléchit tout le monde ensemble. C'est en train de vous parler du prochain plan stratégique d'Hydro, mais on va être très, très inventif pour aider nos clients, même à s'acheter ce qu'il faut, pour être capable d'autoproduire chez eux. Puis quand ils auront d'énergie excédentaire, on la rachètera, mais on ne fera pas ça en disant, ben, toi, tu peux bâtir à 35 kWh, puis toi à 22, puis on va acheter n'importe quoi. On va gérer pour l'ensemble du Québec, pour le mieux-être de chacun, mais pour le mieux-être de l'ensemble. OK. On a réussi à voir la question là, de Bernard. Alors, bon, c'est une longue question. Je ne pourrais pas tout lire ça, Bernard, là. Dans un mouvement de réinvestissement en infrastructures, les municipalités seront un moteur important. Certaines de ces infrastructures sont consommatrices d'énergie. Hydro-Québec, aujourd'hui, ne reconnaît pas officiellement l'économie d'énergie générée par l'utilisation de systèmes intelligents de contrôle d'éclairage et ne permet pas d'ajuster la facture des villes en conséquence. On parle depuis 5-6 ans de la même chose, il n'y a rien qui bouge. Alors, j'imagine, là, c'est un petit peu long, je vais couper un peu. Là, dans le fond du dossier, je ne sais pas de quoi elle me parle. J'ai 40 jours ouvrables de fête. C'est un bout que je n'ai pas encore regardé, mais ayant ça en tête, je vais avoir un regard bienveillant. Excellent, excellent, excellent. Là, quelle heure est-il? Il nous reste 28. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup d'autres questions. Malheureusement, comme on le disait là, d'entrée de jeu, on n'est pas en mesure de tout les couvrir. Ça démontre la popularité, ça démontre l'intérêt du propos tenu par Sophie. Moi, je voulais souligner, je voulais tout d'abord remercier grandement Sophie parce que on se sent choyé aujourd'hui et puis je pense qu'on aurait pu t'écouter tout l'après-midi parce que c'est tellement inspirant, puis c'est surtout visionnaire, puis c'est le Québec de demain qu'on est en train de bâtir. Alors, merci infiniment à Sophie. Je voulais aussi remercier, encore une fois, là, ceux qui me connaissent, ils savent comment j'aime les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise. Alors, je voulais vous remercier, vous dire que vous faites un travail incroyable, vous dire aussi qu'Investissement Québec, bien, on est là pour vous. Si vous avez des questions sur comment on peut vous accompagner, vos besoins, n'hésitez pas, on a des bureaux à travers le Québec. On a aussi une ligne 1-800. Alors, c'est juste d'aller voir sur notre site. On a aussi un programme dédié à la relance des entreprises avec le programme PACT. Et on est là pour vous, on est là avec vous. Et le temps file, on doit maintenant terminer notre webinaire. Merci à tous, merci de votre confiance. Ça a été formidable, puis on va faire de grandes choses au Québec. C'est sûr. Le Québec, c'est le paradis. Salut. Au revoir.